Don Quichotte, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui a une folie consciente d'elle-même. Et c'est en cela qu'il est un peu plus sage que nous, à certains égards. Parce que lui, il sait, dans la seconde partie, qu'il est fou, en quelque sorte. Mais il sait, il dit que c'est une folie, au bout du compte, pour de bons motifs, pour faire régner la justice. Et ce n'est pas la folie de ceux qui veulent s'enrichir aux dépens des autres ou faire régner la terreur. Donc, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux être un fou conscient de sa folie ou bien quelqu'un qui pense être raisonnable et qui, en fait, est fou sans le savoir? C'est une vraie question. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, cher William Marx. Merci beaucoup d'être présent ce soir parmi nous. Je suis très heureux de vous accueillir pour évoquer votre dernier ouvrage, Un été avec Don Quichotte. Donc, après avoir reçu Yannick Enel en janvier, qui nous a parlé des liens entre littérature et spiritualité, après avoir reçu François Bégodeau en février sur l'écriture de l'amour, et puis Brigitte Giraud en mars, Mohamed M. Garça en avril, on est très heureux de vous recevoir ce soir pour évoquer ensemble les liens entre la fiction et la réalité, donc à travers cette aventure que vous nous proposez dans Un été avec Don Quichotte. Et on est très heureux puisque, au fond, on pourrait dire que l'un des enjeux importants de cet ouvrage, c'est vraiment la manière dont la littérature, on pourrait dire, est une ressource précieuse dans l'existence pour vivre, pour survivre, pour surmonter le défaut de sens qui peut parfois être présent dans notre société, dans notre monde. Et donc c'est un thème qui nous est cher à la fois au sein de Réseau, l'espace où vous trouvez, et puis dans le magazine Zone Critique qui co-organise cet événement, qui est un média à la fois en ligne et un média papier de défense de la création contemporaine. Et aujourd'hui, on va aborder cette figure de Don Quichotte. Et puis, moi, j'ai vraiment apprécié votre ouvrage, puisque finalement, il m'a permis de redécouvrir, comme je vous le disais tout à l'heure, une figure de la littérature que je confesse que je ne connaissais pas très bien. Et puis, j'aimerais vraiment ce soir qu'on puisse ensemble découvrir cette figure, partir à l'aventure avec Don Quichotte et avec Sancho. Et puis, pour commencer cette rencontre, cher William, j'aimerais bien précisément vous demander de revenir sur votre propre relation à Don Quichotte et la manière dont vous avez appris à rentrer en relation avec ce texte. Vous parliez, je crois, d'un éblouissement au sujet de la découverte de ce livre. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, revenir sur cet éblouissement qui a été pour vous la découverte de Don Quichotte? D'abord, je voudrais remercier Zone Critique, cet espace de méditation, et puis vous-même pour ces réseaux, pour cette invitation à parler moins de ce livre, Un été avec Don Quichotte, que de Don Quichotte lui-même. Je ne suis pas Cervantes, il est malheureusement disparu depuis trop longtemps, mais son chef-d'œuvre est là, et je suis au bout du compte que l'humble serviteur d'un texte classique qui me dépasse un peu et dont j'essaie de donner quelques clés. Pourquoi Don Quichotte? Pourquoi parler de Don Quichotte? Vous l'avez dit, pour moi, ça a été un éblouissement. Vous avez eu l'honnêteté, vous avez parlé de votre expérience personnelle en disant que vous avez, grâce à mon livre, redécouvert Un été avec Don Quichotte. Pour ma part, en fait, ce que j'ai voulu faire passer, c'était cet éblouissement lié à ma propre découverte proprement de Don Quichotte. Vous savez, je suis professeur de littérature comparée, donc je suis supposé connaître toute la littérature du monde entier, avoir tout lu. Évidemment, c'est absolument impossible, mais je suis supposé quand même avoir lu les grands chefs-d'œuvre de la littérature. Or, il se trouve qu'en fait, je n'ai lu Don Quichotte que très récemment, pendant la période du confinement. C'est un aveu que j'ai déjà fait ailleurs, donc je commence à m'habituer à le faire. Mais malgré tout, c'est un aveu un peu difficile, je dois dire, et un peu pénible, mais je passe par-dessus cette certaine honte. Mais je l'avoue d'autant plus aisément que en fait,
Lisant Don Quichotte pendant la période du confinement, le confinement a été pour certains d'entre nous, et pour moi en particulier, une occasion de rattraper des chefs-d'œuvre que je n'avais pas lus. J'ai été stupéfait. Beaucoup plus que je ne le croyais. C'est-à-dire que, vous savez, les classiques, c'est ainsi, je crois, qu'Italo Calvino les définit, ce sont les œuvres qu'on connaît sans les avoir lues. Et les professeurs sont très bons pour parler, comme Pierre Bayard l'a déjà dit, pour parler des œuvres que l'on n'a pas lues. Ouais, il m'est arrivé, peut-être précédemment, de parler de Don Quichotte sans l'avoir lu. Enfin, très peu quand même, je suis quand même d'une certaine honnêteté. Mais là, bon, je l'ai lu. Et je m'attendais à tout, au bout du compte. Enfin, du moins, je m'attendais, j'avais déjà lu beaucoup trop sur Don Quichotte. Et en fait, ça a été au-dessus de toutes mes attentes. Et c'est cette surprise-là, d'un chef-d'œuvre sur moi qui avait beaucoup lu, qui connaissait l'histoire de la littérature, qui avait lu beaucoup d'œuvres surprenantes quand même, et quelqu'un du XXIe siècle. C'est cette surprise-là, cette stupéfaction, cet étonnement au sens fort du terme que j'ai voulu passer au bout du compte à mes lecteurs. C'est le rôle du professeur au bout du compte, de passer l'enthousiasme que l'on a pour un texte. Donc si ça marche, tant mieux. Et cet enthousiasme, justement, vous dites qu'il vient du caractère révolutionnaire de cette œuvre que vous découvrez, que vous redécouvrez, parce que c'est un roman donc, qui s'inscrit dans le cadre du roman chevaleresque et qui joue en même temps, effectivement, avec les codes de la chevalerie, puisque Don Quichotte est un chevalier errant, mais en fait, c'est quelqu'un qui se prend pour un chevalier errant, c'est ce que vous montrez bien dans Un été avec Don Quichotte. Et je vous propose de commencer par revenir un peu sur ce concept, cette idée de la chevalerie errante. Est-ce que vous pourriez pour nous revenir sur cette idée-là, puisque vous consacrez toute la première partie d'Un été à Don Quichotte à décrire finalement la cérémonie d'adoubement, toutes les étapes qui vont faire de Don Quichotte un chevalier, mais qui sont finalement des parodies. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette idée et quelle relation le roman de Cervantes entretient-il avec ce concept? Est-ce que finalement ce n'était pas déjà désuet d'être un chevalier errant à l'époque de Cervantes? On peut dire beaucoup de choses sur Don Quichotte. On peut dire c'est le roman d'un fou, c'est un roman, comme vous l'avez dit, sur la chevalerie, sur une chevalerie imaginaire. Moi, je le définirais en fait beaucoup plus comme c'est le roman du lecteur. C'est le roman du lecteur. C'est-à-dire que Don Quichotte est lui-même un immense lecteur. Il a beaucoup plus lu que nous tous. C'est quelqu'un qui passe sa vie à lire, qui vend des portions de son domaine pour acheter des livres. Donc il se ruine pour construire sa bibliothèque. Et au bout du compte, tout le réel va se conformer à ses lectures. En gros, c'est le contenu des livres qui va lui fournir sa norme de vie et son mode d'existence. Et que lit-il en particulier? Il lit beaucoup de choses. Mais il lit des romans de chevalerie. Et il les prend, ces romans de chevalerie, pour l'aune même de la réalité. Et donc il découvre, ces romans de chevalerie, c'est quoi? Le plus célèbre, celui qui est le plus lu à l'époque en Espagne, c'est Amadis de Gaule. Et donc voilà, sur le chevalier Amadis. Et puis il y en a beaucoup d'autres, des romans arthuriens et bien d'autres avec Lancelot. On oublie souvent que, du reste, que le nom même de Don Quichotte, qui n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, on le sait à peine, en fait, même le narrateur il dit qu'il l'ignore. Mais ce vrai nom, ce nom de Don Quichotte qu'il se donne à lui-même, il est modelé sur le nom de Lancelot, Lanzarote, en espagnol, Don Quijote. Et donc c'est pour rimer avec Lancelot, donc il est le nouveau Lancelot. Et donc il s'imagine un chevalier errant, il veut ressusciter quelque chose qui, selon lui, a disparu et qu'on voit effectivement dans les romans de chevalerie, qu'on voit dans les romans arthuriens, c'est Perceval, chevalier du Graal, Lancelot, le plus grand chevalier. Le problème, d'une part, c'est qu'évidemment, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, et parce que nous lisons cette œuvre au XXIe siècle ou au XXe siècle, et pour nous, rétrospectivement, on a un peu tendance à écraser un peu toutes les époques les unes sur les autres. Et donc, on se dit, finalement, un chevalier errant, un chevalier comme ça, solitaire, au XVIIe siècle, pourquoi pas, ça devait bien exister. Pour un lecteur de Cervantes, c'était déjà totalement aberrant. Totalement aberrant. Ça n'existait pas. À l'époque de Cervantes, en Europe, les armées, les rois s'affrontent avec des armées extrêmement organisées. Donc il n'y a pas de chevalerie
indépendante. Hein. Mais en fait, même la chevalerie errante, hein, c'est un mythe. C'est un mythe romanesque. C'est un mythe qui a été inventé par les romanciers arthuriens, par Chrétien de Troyes, par exemple, et puis par tous ses successeurs. Mais ça n'a vraiment jamais existé, en fait. Et donc, en fait, Don Quichotte est en train de faire revivre quelque chose qui, au bout du compte, n'a jamais existé. Donc, il l'invente et il le crée. Il est, à certains égards, le dernier chevalier errant de toute la tradition qu'il imagine avoir existé avant lui, mais en fait, il est le premier, puisqu'il est le premier à réaliser dans son monde du XVIIe siècle quelque chose, en fait, qui n'a jamais existé à aucun moment. Donc, c'est une utopie complète qu'il est en train de vivre uniquement à partir de ses propres lectures. Et d'ailleurs, vivant cette utopie, il se met à finalement incarner les valeurs de la chevalerie, c'est ce que vous dites, et je trouve que c'est ça, je trouve ça très intéressant la manière dont Cervantes à la fois ridiculise le personnage et en même temps nous montre parfois sa générosité, sa dignité, la manière dont il incarne en les jouant finalement ces mêmes valeurs. Vous citez d'ailleurs ce passage où Don Quichotte, justement, alors qu'il se fait insulter par un ecclésiaste de la maison du duc, lui répond « Chevalier je suis et chevalier je mourrai s'il plaît à Dieu. Il y en a qui choisissent la voie spacieuse de l'ambition, de l'orgueil, d'autres celle de l'adulation servile, d'autres encore empruntent la route de l'hypocrisie trompeuse, et quelques-uns le chemin de la véritable religion. Quant à moi, guidé par mon étoile, je m'aventure sur l'étroit sentier de la chevalerie errante, où l'on méprise l'argent, mais non l'honneur. » Et donc il est effectivement le représentant de ce modèle qu'il invente. Et quelle relation Cervantes entretient-il avec ce modèle? Est-ce que c'est seulement de la satire, ou est-ce qu'il y a aussi, au fond, un éloge de ce modèle chevaleresque à travers le personnage de Don Quichotte? Je l'ai dit, Don Quichotte, c'est le premier chevalier errant, au bout du compte. Il l'invente dans la réalité, mais ça a été inventé par les romanciers avant lui. Mais il a décidé de vivre un idéal. L'idéal de la chevalerie, c'est quoi? C'est secourir la veuve et l'orphelin, et faire régner la justice, redresser les torts. C'est un idéal de justice absolue. C'est l'idéal du justicier. C'est Batman, si vous voulez. C'est l'équivalent arthurien des super-héros des comics américains, mais sans super pouvoir, parce que Don Quichotte n'a aucun super pouvoir. Il croit qu'il en a, mais en fait, il n'en a strictement aucun. C'est bien son malheur. En revanche, le seul super pouvoir qu'il a, en quelque sorte, c'est son mental. J'ai dit cela dans une maison de méditation, mais c'est vrai. Au bout du compte, il croit, je reprends la citation célèbre d'un ancien président de la République, il croit dans les forces de l'esprit. C'est-à-dire, il croit dans la possibilité qu'a l'esprit de changer le monde, au bout du compte, et de faire régner à partir d'une valeur qu'il érige en norme absolue, celle de la justice, de faire régner la justice autour de lui. Alors évidemment, ça c'est son idéal. Donc, de ce point de vue-là, il est une sorte d'idée incarnée de la justice. Il se voit comme cela. Bon, j'ai dit idée incarnée de la justice, je parle un peu comme Hegel, hein, c'est une sorte de concept hegelien incarné. Ça, c'est comme cela que Don Quichotte se voit. Enfin, il n'a pas lu Hegel, mais enfin, s'il l'avait lu, c'est ainsi qu'il se verrait. En revanche, évidemment, dans la réalité, il essaie de faire régner la justice, et la plupart du temps, il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, ça rate, mais lamentablement, et à ses propres dépens. Et c'est là que, effectivement, il est confronté à la réalité, et c'est là qu'apparaît l'aspect satirique, qui est celui qui est l'un des aspects du message du roman, effectivement. Au moins, c'est la première couche de sens, hein, c'est celle qui est la plus évidente d'emblée. C'est une sorte de satire d'un idéal chevaleresque dont Cervantes nous dirait, ben voilà, cet idéal-là, il est absurde de vouloir le vivre tel quel dans ce monde, et nous rions avec beaucoup de plaisir de ce fou qui essaie de vivre un idéal. Mais vous voyez bien, à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de Hegel, qu'en fait il y a quelque chose d'un peu plus profond là-dedans. C'est-à-dire que, oui, Hegel le dit lui-même, les idées ne peuvent jamais s'incarner telles quelles dans la réalité. Et elles sont confrontées à tous les déterminismes, les conditions qui sont celles de notre monde à nous. Donc il y a une séparation entre le monde des idées
pur et le monde de notre réalité. C'est ce que vit durement et cruellement Cervantes, Don Quichotte. Mais la satire, elle vient de là, de cette distance dans laquelle nous sommes vis-à-vis de ce héros. Mais peu à peu, je ne sais pas si vous aurez d'autres questions peut-être là-dessus, mais peu à peu, je crois qu'il y a un autre sens qu'on peut voir, qu'on peut pressentir, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un éloge de cette justice pure qui ne peut pas exister dans ce monde, ici-bas, mais qui néanmoins peut-être est digne d'animer un personnage, un être humain, est digne d'organiser une vie. Et donc c'est cette ambiguïté effectivement qui parcourt tout ce récit et qui le rend complètement captivant. Et de la même manière qu'effectivement vous montrez dans Un été avec Don Quichotte la dimension satirique, vous montrez aussi que finalement l'un des motifs structurants de Don Quichotte, en même temps, c'est l'attention aux êtres sensibles, en fait, qui se manifeste notamment dans l'attention que Cervantes porte à ces deux personnages loufoques, fous, que sont Don Quichotte et Sancho. Et donc, finalement, votre récit est un peu construit sous la forme d'une enquête. Vous le dites vous-même, en fait. Vous découvrez finalement un motif, un sous-texte, qui est celui de cette attention. Et vous parlez d'ailleurs au sujet de Don Quichotte, de sa bonté radicale. Vous dites d'ailleurs en fait que Cervantes a écrit le grand roman de la compassion universelle. Est-ce qu'on pourrait revenir donc sur ce motif, sur ce sous-texte de l'attention aux êtres sensibles et peut-être vous évoquez notamment dans votre texte le passage qui concerne le personnage de Ricotte. En quoi est-ce que ce passage manifeste cette attention dont vous parlez ? Oui, le livre que j'ai écrit, Un été avec Don Quichotte, est à la fois c'est une sorte je raconte Don Quichotte, mais en même temps, je raconte la propre découverte de Don Quichotte. Et ce qu'il y a de merveilleux avec Don Quichotte, c'est qu'en fait, c'est un roman qui est très très long, ça fait 1000 pages en fait, avec les deux parties. 1000 pages, ça vous donne le temps d'évoluer, ça vous donne le temps de mûrir tout en lisant le roman. Et peu à peu, on se rend compte qu'il y a des sens nouveaux qui apparaissent. Et j'ai un peu tendance j'aime bien comparer Don Quichotte, la lecture de Don Quichotte à la manière dont on pèle un oignon. C'est-à-dire qu'on découvre chaque fois, on enlève une nouvelle peau, et il y a une autre peau derrière. On croit on découvre un sens de Don Quichotte, et en fait, on peut en trouver un autre chaque fois derrière. Donc on pèle Don Quichotte, on découvre l'essence de Don Quichotte comme on pèle un oignon. Et effectivement, cette idée de la compassion universelle, c'est quelque chose qui m'est apparu peu à peu, au-delà même des aspects satiriques. C'est qu'au bout du compte, il y a des personnages qui sont là, présents dans le roman. Il y a qui sont des personnages qui sont opprimés dans la société réelle, et que Don Quichotte remet à leur place, remet à la place qu'ils devraient avoir en tant qu'êtres humains ou qu'êtres vivants. Parce que cette compassion, elle vaut pour les femmes, il y a de très beaux personnages féminins que défend Don Quichotte. Elle vaut pour les animaux, on en reparlera peut-être. Et puis elle vaut pour ce Ricotte qui est alors c'est un personnage tout à fait, c'est dans la seconde partie de Don Quichotte, c'est un personnage tout à fait étonnant que Sancho Panza, l'écuyer, qui est un valet de ferme en fait devenu écuyer de Don Quichotte, rencontre, et qui est en fait un ancien voisin de village de Don Quichotte, mais qui a dû partir en 1609 sous le coup de l'édit d'expulsion des Morisques édicté par Philippe III. Alors, ici un petit mot d'histoire. Dans l'Espagne du XVe, XVIe siècle, toutes les communautés qui n'étaient pas chrétiennes ont été forcées de se convertir au christianisme. Ça a été le cas des Juifs en 1492, ils devaient se convertir ou bien s'exiler, et ça a été le cas des Arabes musulmans, arabo-berbères, disons les morts, c'est le terme qu'on employait,
donc en 1501. Et donc, ces musulmans qui se sont convertis au christianisme de force, sous peine de partir, on les appelait les morisques. C'était une sorte de... C'est un péjoratif, en fait, c'est un mot péjoratif pour désigner les morts. Bon, mais ils vivaient quand même en Espagne, et ils arrivaient... C'était les derniers qui restaient après la Reconquista, hein, donc de l'Espagne. Mais le système de la société espagnole, c'est beaucoup... Il était déjà très dur, mais il s'est encore plus durci. C'était vraiment un régime d'idéologie totalitaire, au bout du compte. Et en 1609, donc, un édit a été proclamé qui forçait tous les morisques, alors même qu'ils s'étaient convertis au christianisme, tous les morisques à quitter l'Espagne. Voilà. Et donc, il y a eu comme ça des centaines de milliers de morisques qui ont quitté l'Espagne, qui ont dû voilà, trouver refuge ailleurs en Europe, aller en Afrique du Nord, hein, et trouver une nouvelle patrie, alors que même que leur patrie, depuis des générations, et depuis sinon des siècles, ils la considéraient comme étant ce territoire espagnol. Et ce morisque, donc, est un ancien voisin épicier de village que rencontre Sancho Panza. Il revient en Espagne pour essayer de récupérer quelques biens qu'il avait, et récupérer sa famille qu'il avait laissée de manière occulte, disons, cachée dans son village. Il s'est lui-même déguisé en pèlerin. Et il raconte en fait, la véritable torture qui a été la sienne de cet exil, et qui du reste a fait absolument scandale dans l'ensemble de l'Europe, hein, à ce moment-là, en 1609. Le cardinal de Richelieu, dans ses mémoires, dit, et il n'était pas le seul à le dire, mais il écrit le scandale qu'a été, c'était monstrueux, dit-il, de la part du roi d'Espagne, d'exiler des chrétiens, alors même qu'ils avaient trouvé, enfin, que leur patrie était là, dans ce territoire. Et Ricotte dit, voilà, qu'il a trouvé refuge, en particulier en Allemagne, parce que là, la liberté de conscience existe. Et je ne peux pas m'empêcher, alors c'est une vraie discussion, hein, qu'il y a entre les spécialistes de Cervantes, mais pour ma part, je suis assez persuadé, il y a plusieurs éléments pour ça, qu'en fait, cet éloge de la liberté de conscience par Ricotte, en fait, c'est un message que nous fait passer Cervantes. C'est un message un peu, je ne dirais pas subliminal, mais un peu caché, parce qu'il y a d'autres éléments dans le texte qui approuvent le décret d'expulsion. Mais je pense que ce que dit Ricotte là, c'est quelque chose qui est profondément pensé par Cervantes et aussi par Don Quichotte, parce que Don Quichotte est quelqu'un qui ne partage pas du tout, on le voit dans l'ensemble du roman, qui ne partage pas du tout les préjugés contre les juifs, contre ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens convertis anciennement juifs ou musulmans. Et c'est quelqu'un qui est un peu dégagé de tous les préjugés, à la différence du reste de Sancho Panza. Et donc il y a aussi là un vrai idéal, je trouve, on peut dire vécu par Don Quichotte, d'une sorte de, c'est un peu anachronique de dire, une société inclusive, hein, qu'il essaie de faire vivre autour de lui. Bon, c'est une lecture 21e siècle de Don Quichotte, mais je pense qu'elle correspond à quelque chose qui est assez libéral dans le fond de la pensée de Cervantes même. Donc il y a cette effectivement éloge de la liberté de penser, ce personnage de Ricotte, et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, une attention très forte portée aux animaux. On pense par exemple à la relation qu'entretient Sancho avec son âne. Est-ce que vous pourriez nous dire comment la compassion aussi de Don Quichotte se manifeste dans cette attention aux animaux? Je crois que vous dites que c'est un des observateurs les plus extraordinaires de la vie animale, à l'égal de Colette ou de La Fontaine. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet aspect de Don Quichotte? Oui, encore chez La Fontaine, il parle beaucoup d'animaux, c'est magnifique. Mais enfin, les animaux sont souvent un peu anthropomorphisés. Et là, ce n'est pas du tout le cas chez Don Quichotte. Moi, j'étais vraiment frappé en lisant ce roman. Et ça, je crois que c'est des choses à quoi on est sensible maintenant en lisant ce roman au XXIe siècle. Et je pense qu'il y a 50 ans ou plus, on y était beaucoup moins sensible, précisément parce que nous avons une attention plus forte à la vie animale aujourd'hui. Mais en fait, j'ai été frappé de voir comment les animaux sont présents. Alors il y a plein d'animaux, il y a des lions, des moutons, etc., qui font plein de dégâts sur Don Quichotte. Mais il y en a surtout deux qui sont très importants et qui sont toujours présents.
c'est le cheval de Don Quichotte, Rocinante, et puis l'âne de Sancho, ce qu'il appelle son grison. Et à qui il est plus attaché, il écrit ça à sa femme, alors même qu'il est devenu gouverneur du Nil, ce qui est une promesse qui a été réalisée, une promesse de Don Quichotte. Et il dit, mais voilà, en fait, c'est l'être au monde que j'aime le plus cette année. Quand il est chassé de cette île, qu'il est très malheureux, au bout du compte, la scène que je trouve, de scène de retrouvailles avec son âne qu'il vient voir et qu'il embrasse et elle est d'une grande émotion en fait. Elle est très très forte. Il y a deux émotions en gros qu'éprouve Sancho. C'est une émotion pour son maître Don Quichotte, pour qui il a plein de compassion et d'admiration. Et la mort de Don Quichotte est évidemment absolument déchirante. Avec Sancho pense ça à son chevet. On est à la fin du roman. Mais l'autre être qu'il aime le plus, c'est évidemment son grison. Et donc il y a vraiment là une sorte d'équivalence qui est faite quasiment entre un animal et puis un être humain. Et quand on regarde la façon dont la vie de Rocinante et du grison est racontée, c'est vraiment une vie on voit bien qu'elle était racontée par quelqu'un qui a observé de près la vie animale. Ces animaux ne sont pas anthropomorphisés. Hein. On voit vraiment leurs émotions, leurs sentiments, comme si c'était de vrais animaux. Et du reste, Cervantes a écrit un extraordinaire, alors c'est en dehors de Don Quichotte, mais il a écrit une extraordinaire nouvelle qui s'appelle Le Dialogue des chiens, hein, le colloque des chiens. C'est dans les Nouvelles exemplaires, où sont deux chiens, qui, par un miracle qui n'est pas expliqué, ont la parole et qui parlent entre eux, et qui donc déblatèrent sur la société humaine. C'est hilarant, c'est extrêmement fort. Et c'est pour dire que chez Cervantes, il y a vraiment cette attention à ces animaux, qui sans doute à l'époque, à son époque, du reste, les animaux étaient plus présents dans la vie qu'à la nôtre, hein. Non plus que les chiens et les chats, quasiment, enfin, en ville en tout cas, et puis quelques rats. Mais voilà, donc je trouve qu'il y a là quelque chose qui est aussi très, je veux dire moderne, non, plutôt postmoderne, enfin post-postmoderne, quelque chose qui correspond à notre attention, à nous, à tout le vivant. Et donc on pourrait dire cette éthique de la bonté, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elle est liée à une forme d'éthique de l'imagination qu'on a commencé à aborder ensemble et sur laquelle je vous propose de revenir. C'est-à-dire que finalement, on pourrait revenir sur l'épisode du duc, où ce dié est organisé entre le duc, la duchesse et Don Quichotte au chapitre 33. Et le duc et la duchesse se mettent à taquiner finalement Don Quichotte sur l'inexistence de Dulcinée, donc cette femme imaginaire, rêvée, cette princesse rêvée de Don Quichotte. Et ici, vous arrêtez un peu en disant que finalement Don Quichotte a une réponse très surprenante, puisqu'il répond à la duchesse et au duc qu'il ne faudrait pas chercher une réponse trop approfondie finalement à cette question de savoir si Dulcinée existe ou pas. Puisque, au fond, peut-être, l'important est plutôt d'avoir un idéal, d'y rester fidèle. Et à ce sujet, vous citez Paul Valéry, qui affirme qu'il est nécessaire donc d'avoir un mythe pour survivre. Je vous cite, « Que serions-nous donc sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur cette dernière affirmation et sur la phrase qui suit dans cette citation, « Les mythes sont les âmes de nos actions et de nos amours ». Là, je crois que tout à l'heure, je disais qu'on découvre l'essence de Don Quichotte comme on pèle un oignon. Là, je crois qu'on est au cœur de l'oignon. Vraiment, on est dans le deuxième tome de Don Quichotte, qui est c'est un roman en deux parties qui ont été écrites à 10 ans de distance. Et la deuxième partie, elle approfondit, c'est une explosion en fait, dans tous les sens, dans toutes les significations. Et c'est assez incroyable. En fait, l'évolution de la lecture, l'évolution des sens, au début, on pense que Don Quichotte est fou, qu'il croit à son imagination, qu'il croit réellement que les moulins sont des géants et que Dulcinée existe. Mais dans la deuxième partie, on découvre que c'est un peu plus complexe que cela. Par exemple, quand Don Quichotte arrive chez ce duc et c'est la duchesse, qui sont de grands seigneurs, dont Cervantes se moque, parce que non seulement il se moque, mais il en fait une satire cruelle. Ce sont des gens extrêmement cruels et sévères, mais qui, sous une apparence bonhomme et généreuse, en fait, ne vont cesser de mettre Don Quichotte à la torture.
et vont l'enfermer dans son illusion, en lui faisant croire qu'il est effectivement le chevalier qu'il croit être. Mais déjà, on nous dit, quand Don Quichotte arrive, Cervantes nous dit, quand Don Quichotte arrive chez le duc et la duchesse, pour la première fois, il crut vraiment être le chevalier qu'il pensait être. Donc, on se dit, mais c'est pas possible. Pour la première fois, on est quand même dans la deuxième partie. On a longtemps cru que Don Quichotte se croyait chevalier. Mais là, on voit qu'en fait, c'était un peu plus complexe, qu'il ne croyait pas totalement au mythe qu'il était en train de vivre. Et là, on lui pose la question, vous l'avez dit, est-ce que Dulcinée existe? Parce que le duc et la duchesse essaient de le titiller un petit peu, de voir quelles sont les failles de ses raisonnements et essayer de le mettre en difficulté. Et bizarrement, Don Quichotte dit, cette question, est-ce que Dulcinée existe ou n'existe pas, elle ne doit pas être approfondie. Et je crois que là, on est au cœur du sens du roman, à savoir que l'important, c'est d'avoir un idéal. L'important, c'est de savoir comment se régler dans le monde, et qu'à partir de là, la coïncidence entre l'idéal et la réalité est une chose un peu secondaire. Au bout du compte, le monde n'existe, et c'est pour ça que je cite Valérie, nous ne vivons que par la phrase exacte, c'est elle m'échappe un petit peu. Que serions-nous donc sans voilà, le secours que serions-nous donc sans le secours de ceux qui n'existent pas? Et elle est étonnante, cette phrase, parce que Valérie est un grand positiviste à bien des égards. C'est quelqu'un qui croit beaucoup à la science, au pouvoir, à la réalité. Mais au bout du compte, si nous voulons faire sens de cette réalité, si nous voulons faire sens de notre vie, au bout du compte, nous avons besoin d'idées. Et les idées, c'est par opposition à la réalité, c'est ce qui n'existe pas, c'est ce qui est créé par notre esprit. Et ces idées-là c'est ceux qui nous permettent de nous guider à l'intérieur de la réalité. Et ça vaut pour n'importe quel type d'idée. Et ça vaut même pour les plus matérialistes d'entre nous. Je me souviens avoir entendu une fois à la radio un philosophe matérialiste, comme je crois que c'était André Comte-Sponville, disait, et je partage beaucoup ses idées à bien des égards, il a une vision très matérialiste, disons un peu épicurienne de la réalité. Et il disait, voilà, il faut vivre sans illusion, et c'est la seule manière d'atteindre le bonheur. Enfin, je résume ce qu'il disait. Bon, c'est une idée assez classique, hein, il ne l'a pas inventé, je vous rassure tout de suite. Mais il la vulgarise en quelque sorte. Mais au bout du compte, cette idée-là, on peut dire, voilà, ça c'est quelqu'un qui ne se laisse pas prendre au mythe. Mais en vérité, c'est déjà un mythe. Ce mythe de la réalité, ce mythe que se conformer à cette idée de vivre en épicurien, de penser que se débarrasser des illusions et de penser que c'est ça qui va nous permettre d'arriver à une certaine lucidité qui va nous rendre heureux, en soi, c'est déjà un mythe, c'est déjà une idée. Donc, on n'échappe pas au pouvoir des idées, même quand on est le plus matérialiste des hommes ou des femmes. Et je crois que c'est ça le message de Don Quichotte, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est en cela que Don Quichotte peut être un modèle pour nous. Lui, il a des idées généreuses et bonnes, qu'il ne sait pas très bien appliquer, parce qu'il n'a pas une perception un peu décalée de la réalité. Mais au bout du compte, ce qui nous est dit dans le roman, c'est que les idées sont essentielles. Et c'est par les idées que nous vivons, même si on est un scientifique, même si on est un positiviste, au bout du compte. L'idée de science même, c'est une idée. Et c'est ce qui anime l'action des scientifiques. Il y a une certaine croyance en quelque chose. Et c'est ce que dit Valérie. Et ce qui est d'autant plus étonnant, je trouve, c'est qu'à la fois c'est un roman en fait, qui montre effectivement cette nécessité de l'idéal et qui dénonce en même temps l'illusion romanesque, en fait, qui met au jour les mécanismes de l'illusion romanesque, ce qui crée une ambiguïté assez extraordinaire en fait, dans ce roman qui en fait peut-être toute sa modernité, tout son génie. Vous allez nous le dire, mais à la fois Cervantes nous dit il faut un mythe pour vivre, et en même temps il nous met en garde, ne fais pas comme Don Quichotte, ne te prends pas pour un personnage de fiction. Et finalement, précisément, est-ce que le génie, la puissance de ce roman se trouve dans cette ambiguïté-là? Et est-ce que cette ambiguïté n'est pas au fond le lieu même de l'expérience romanesque? Je crois que Don Quichotte, c'est vraiment, on dit souvent, c'est le premier roman moderne. C'est difficile, il y a beaucoup de romans qui pourraient prétendre à ça. Mais effectivement, le fait est que c'est la philosophie allemande souvent qui a dit cela.
Et puis après, beaucoup de romanciers au XIXe siècle, Dickens, Flaubert, Dostoïevski, et puis au XXe siècle, Kundera, Borges, etc., ont fait effectivement de Don Quichotte la référence absolue. Et pourquoi est-ce le premier roman moderne? Justement parce que c'est le roman qui n'est pas dupe de l'illusion romanesque. Et c'est ça que raconte, au bout du compte, je ne sais pas si ça marche ce micro, oui, ça marche mieux comme ça. C'est ça que raconte Don Quichotte, au bout du compte. C'est-à-dire qu'il y a une lecture naïve du roman. C'est la lecture qui est celle de Don Quichotte même, qui croit que les personnages dont il lit les aventures existent, qu'on pourrait vivre, et qu'on pourrait vivre comme eux. Mais Don Quichotte, justement, le roman Don Quichotte, dénonce cette illusion-là. Et donc on a pour la première fois un roman qui est un véritable roman, qui fait rire, qui nous emmène dans des aventures incroyables, mais qui nous dit, en fait, tout ceci n'est que de la fiction. Et c'est d'autant plus frappant dans le roman que, en particulier dans la deuxième partie, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, et c'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire de la littérature mondiale. Hein, eh bien, le personnage lit ses propres aventures. C'est-à-dire qu'au début de la deuxième partie, Don Quichotte découvre que la première partie du roman existe, qu'elle a été écrite, et il la lit, et il découvre donc comment quelqu'un a raconté ses aventures. Et donc, pour la première fois, on a un personnage de roman qui sait qu'il a été lui-même l'objet d'un livre. Alors qu'il ne pense pas que ce soit un livre, il ne pense pas que c'est un roman, il pense que c'est un livre d'histoire. Hein. Mais voilà, là, il y a ce qu'on appelle, en termes savants, une métalepse, et il y a une dénonciation, en fait, de ce qu'est à la fois, enfin, plus ou moins, un éloge des pouvoirs de la fiction et une dénonciation des illusions. Et c'est ça la richesse de ce roman. C'est-à-dire que on a le premier roman qui nous fait entrer directement dans la puissance d'affabulation qui est au cœur de tout roman. C'est-à-dire que Don Quichotte, le personnage, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage qui est l'imagination au pouvoir. C'est l'imagination du romancier, en fait, au pouvoir. Et donc, nous assistons en direct à la puissance créatrice d'un esprit qui invente un roman autour de lui. Et donc, pour la première fois, on a un roman qui nous fait pénétrer dans les coulisses de l'imagination romanesque. Et si on fait un petit détour par l'un de vos essais, qui s'intitule La haine de la littérature, peut-être, pour essayer d'approfondir un peu ce thème, est-ce qu'on pourrait dire que cette puissance de l'imaginaire, cette puissance de l'illusion, que finalement ce roman de Cervantes manifeste magnifiquement, est l'une des causes de la haine de la littérature, de ce discours de l'anti-littérature, dont vous retracez la généalogie dans cet essai publié en 2017 aux éditions de Minuit, puisque dans cet essai, vous décrivez finalement les 4 formes de procès auxquelles la littérature va être confrontée. Procès au nom de la vérité, procès au nom de la morale, procès au nom de l'autorité et procès au nom de la société. Et est-ce que cette puissance de l'illusion, cette puissance de la littérature, finalement, est à l'origine de ce procès au nom de la vérité? Et peut-être pourriez-vous revenir à ce sujet sur la fameuse querelle des deux cultures que vous évoquez dans cette partie de votre essai? Oui, alors beaucoup de choses là. Alors, effectivement, j'avais eu l'intention donc d'étudier tous ces discours qui ont été portés contre la littérature par les philosophes, les théologiens, les scientifiques, les pédagogues, les politiques. Et ce qui m'a frappé, c'est que faisant l'histoire de tous ces discours contre la littérature en général, hein, pas des discours de censure particulière, c'est qu'en fait on avait les mêmes arguments qui se retrouvaient sur 2500 ans, hein, depuis Platon jusqu'à nos jours. En quelque sorte, ce sont tous ces nouveaux discours que sont la science, la philosophie, qui apparaissent les uns après les autres, hein, Platon, etc., la science, se confrontent à ce très vieux discours qui est le discours de la poésie, le discours de la littérature, et essaie de dénoncer la fausseté de ce discours littéraire. Et donc chaque fois, on essaie d'enlever un oripeau ou à un pouvoir dont la littérature était prétendument parée, donc l'autorité, parler avec l'autorité, dire la vérité sur le monde, dire la moralité, représenter la société. Voilà les 4 types d'arguments que j'avais cernés et qui se retrouvent vraiment à des siècles de distance. Mais c'est aussi dire
c'est en cela que ces discours contre la littérature, ces traités contre la littérature, sont aussi, à certains égards, en creux, un éloge de la littérature, un éloge des pouvoirs de la littérature. C'est aussi dire que les textes ont des pouvoirs. Et c'est aussi ça que nous dit Cervantes, à savoir que les romans ont le pouvoir de nous emmener dans d'autres mondes, hein, et de nous faire rêver, etc. Mais en même temps, il dénonce cela. Et Cervantes se situe bien, en fait, il se situe lui aussi dans un passage moment de critique des vieux romans, et il donne naissance à ce qu'on a appelé, rétrospectivement, à un type de roman qui est très fréquent au XVIIe siècle, mais dont Don Quichotte est le premier, le modèle, c'est l'antiroman. L'antiroman, on en a en France, on a Le Berger extravagant, l'histoire comique de Francion, etc. On a d'autres comme cela, des antiromans, et puis après on aura Jacques le Fataliste, Tristram Shandy, etc. au XVIIIe siècle, et ça continuera jusqu'à Kundera et d'autres. Bien. Alors, là, donc ces discours, donc il y a vraiment, la littérature, elle ne cesse, elle aussi, et Cervantes en est un exemple, de réfléchir à ses propres conditions de possibilités, ses conditions d'exercice, de régime. Les écrivains eux-mêmes réfléchissent à ça. Et ça, c'est vrai qu'au XXe siècle, il y a eu aussi beaucoup de discours contre la littérature, très bêtes. Vous voyez, vous faites allusion à ce discours sur les deux cultures. Tout à l'heure, je parlais de la science. C'est faire trop d'honneur que d'en parler. Mais il a eu beaucoup d'effets. C'est un discours tenu dans les années 50 par un romancier britannique, on était à Cambridge à ce moment-là, qui était une formation de chimiste et qui se piquait d'être un véritable scientifique, qui était un conseiller scientifique du gouvernement britannique à l'époque, et qui se plaignait en vérité, en quoi il avait raison, en particulier pour le Royaume-Uni, il se plaignait que les étudiants à l'université, à cette époque-là, n'avaient pas assez de formation scientifique. Il y avait une formation purement littéraire, ce qui ne les rendait pas capables de gérer les problèmes du monde moderne. Et donc, Charles Percy Snow faisait l'avocat d'un enseignement scientifique dans la culture générale. En quoi il a tout à fait raison. Moi, je partage totalement ce point de vue et cette éloge. Mais il avait décidé, pour appuyer cet argument, de dire qu'au bout du compte, c'était non seulement la littérature ne servait pas grand-chose, mais en plus elle était nocive. Et donc il disait en particulier que la littérature était beaucoup plus responsable. En bout du compte, c'était les écrivains qui étaient responsables de tous les massacres, de toute la Seconde Guerre mondiale, etc. Enfin, des choses totalement aberrantes. Jusqu'où va la haine ou le mépris de la littérature, comme si ce n'étaient pas les ingénieurs qui ont construit les fusées allemandes, les chimistes qui ont fait le cyclone B, etc., qui n'étaient pas aussi, à bien des égards, beaucoup plus responsables, me semble-t-il, des horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qui l'entourait que les écrivains. Mais c'est tout ça pour vous dire qu'au bout du compte, et on y revient à cette idée qui est fondamentale, qui est exprimée par Valéry, c'est que qu'on soit scientifique, qu'on soit littéraire, ce sont les idées qui comptent. Et même un scientifique, au bout du compte, il est animé par des idées. Et c'est méconnaître cela, c'est ce que fait Snow. Or, la littérature, et de manière générale les lettres, c'est ce qui permet aussi de réfléchir sur les idées mêmes et sur la valeur des idées. Je crois que c'est aussi l'un des avantages de la littérature. Et c'est ce qui rend aussi, si on revient à Don Quichotte, c'est ce qui rend ce personnage de Don Quichotte si ambigu, c'est-à-dire qu'en fait, il oscille entre des idées qui sont, dites-vous, complètement extravagantes, et puis parfois des idées pleines d'intelligence, en fait, pleines de bon sens. Et vous parlez à son sujet de figure du fou sage. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette figure du fou sage dans la littérature et la spécificité de la folle sagesse de Don Quichotte, peut-être en comparaison à d'autres figures littéraires comme Perceval, par exemple, qui est une autre figure du faux sage. Qu'est-ce qui distingue Don Quichotte de Perceval ? Alors, Perceval, c'est sans doute dans l'histoire le premier exemple de ce fou sage, hein, celui qui ne sait pas reconnaître le Graal quand il est devant lui, et il a besoin d'un long apprentissage, d'une longue initiation pour le reconnaître. Mais Perceval, c'est un être simple d'esprit, c'est un sot, c'est quelqu'un qui n'a pas lu.
Don Quichotte, c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un d'une énorme intelligence. Tout le monde le reconnaît, en fait. Dès qu'il tient un discours ordonné, il manie parfaitement la rhétorique. Il est extrêmement savant. Il a beaucoup lu. Il peut défendre parfaitement ses arguments. Il n'a que pendant quelques accès de folie particulière, lorsqu'il doit prendre les moulins pour des géants, qu'à ce moment-là, il est vraiment fou. Mais son raisonnement lui-même est parfaitement cohérent et il est extrêmement persuasif. Et il suscite l'admiration de tous ceux qu'il rencontre et qui veulent bien l'écouter. Et donc, Don Quichotte, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui croit au pouvoir des idées. C'est aussi ça. C'est en cela qu'il est fou, parce qu'il n'est pas capable de voir que la réalité ne s'adapte pas tout à fait aux idées qu'il a. Mais l'idée que le fou, c'est celui qui pourra tenir au bout du compte un discours assez raisonnable et un discours de vérité sur le monde, c'est une idée qu'on a depuis la fin du XVe, le début du XVIe siècle. C'est une idée qui a traversé la littérature européenne et dont l'exemple le plus célèbre est l'éloge de la folie par Erasme. On est au début du XVIe siècle et l'idée, c'est de donner à ce personnage de la folie de tenir un discours sur le monde pour montrer qu'en fait, le monde est fou. Et je crois que ce que dit Don Quichotte en disant, voilà, c'est ce qu'il explique. Il dit, Don Quichotte, à un moment, par exemple, il se trouve en face de lions qu'il va affronter gratuitement. Il y a un lion dans une cage, et il va aller ouvrir la cage et se tenir devant la cage pour dire, voilà, j'ai affronté le lion. Bon. Et on lui dit, mais c'est de la folie de faire ça. Il dit, oui, c'est fou. Il admet que c'est fou. Mais en même temps, il dit, je le fais pour de bonnes raisons. Je le fais parce que je veux défendre la veuve et l'orphelin, parce que je veux faire régner la justice dans le monde. On admire celui qui va lutter, bon, on est en Espagne, celui qui va lutter contre des taureaux dans l'arène. On admire les chevaliers qui font des joutes entre eux pour rien du tout. Ils ne défendent rien. On pourrait dire aujourd'hui, on admire les équipes sportives, les équipes de foot qui s'affrontent et il y a des morts parfois, ou en tout cas des violences très, très fortes autour des matchs qui affrontent deux équipes adverses. Il y a une folie générale du monde. Hein. On voit les désastres climatiques et au bout du compte, nous sommes tous conscients, mais est-ce que nous faisons ce que nous devrions faire pour lutter contre cela? Je dis nous tous, hein, inclusif, ça va depuis l'homme lambda jusqu'aux gouvernants, jusqu'aux autorités. Est-ce que nous avons la raison, la motivation, la volonté de le faire? Non, nous agissons un peu nous aussi dans une sorte de folie, qui est une folie sociale, une folie collective, une folie aussi, au bout du compte, à laquelle nous cédons bien volontiers parce que c'est plus facile comme cela de vivre ainsi. Eh bien, Don Quichotte, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui a une folie consciente d'elle-même. Et c'est en cela qu'il est un peu plus sage que nous, à certains égards. Parce que lui, il sait, dans la seconde partie, qu'il est fou, en quelque sorte. Mais il dit que c'est une folie, au bout du compte, pour de bons motifs, pour faire régner la justice. Et ce n'est pas la folie de ceux qui veulent s'enrichir aux dépens des autres ou faire régner la terreur. Donc, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux être un fou conscient de sa folie ou bien quelqu'un qui pense être raisonnable et qui, en fait, est fou sans le savoir? C'est une vraie question. Et vous dites à ce sujet, je vous cite, « Qu'est-ce que la folie en effet? En renversant le monde, le fou en découvre des aspects insoupçonnés. Il nous délivre de la dictature des apparences. » Et ce que je trouve intéressant, c'est que précisément cette folle intelligence, ou cette folle sagesse de Don Quichotte, dites-vous, elle n'a pas été perçue dans les premières lectures qui ont été faites de Don Quichotte, c'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on prend Don Quichotte d'abord pour une bouffonnerie, en fait, et petit à petit, en fait, on va s'apercevoir, on va étudier finalement cette intelligence du personnage que le personnage porte sur la société. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'histoire de la réception de ce texte depuis sa parution? C'est un texte dont on n'a pas cessé de peler les différents sens. Et la première réception, c'est un succès espagnol d'abord, et puis européen très très vite traduit dans les 10 ans en français, en anglais, ce qui est quand même assez incroyable.
Mais après, dans toutes les langues européennes. Et donc, au XVIIe siècle, c'est un immense éclat de rire en Espagne et dans l'Europe. On voit dans Don Quichotte l'histoire de deux bouffons, Don Quichotte et Sancho Panza. Et on ne va pas chercher beaucoup plus loin. Au XVIIIe siècle, la lecture s'approfondit. D'abord, on y voit cette remise en cause du principe même du roman. Et donc, avec ces différents types de niveaux, avec l'auteur qui devient un personnage même de la fiction. Donc, on y voit déjà une remise en cause, un développement d'une nouvelle façon d'écrire la littérature. Et puis, on voit en Don Quichotte une sorte de personnage de justicier impuissant. Un justicier malheureux. Voltaire s'identifie plusieurs fois dans sa correspondance à Don Quichotte. Et donc dans ce monde des Lumières, où on essaie là aussi de faire régner des idées de justice, de progrès, eh bien, on voit que c'est difficile à faire. Donc on s'identifie assez facilement à ce Don Quichotte. Et peu à peu, la signification s'approfondit, et on voit dans Don Quichotte une sorte d'emblème. On voit ça avec la philosophie romantique allemande, avec Nietzsche, et après avec le philosophe espagnol Unamuno, donc on traverse ça le 19e et le début du 20e siècle. On voit dans Don Quichotte une sorte d'emblème de la condition humaine. C'est-à-dire que c'est l'être humain confronté à une réalité cruelle et qui ne peut pas vivre son idéal. Nous sommes pleins d'idéaux en tant qu'êtres humains. Enfin, en gros, c'est le problème, c'est le héros tragique par excellence, en quelque sorte. Donc, il y a Édipe, si vous voulez, et il y a Don Quichotte, hein, celui qui a un idéal qu'il ne peut pas réaliser dans la réalité. Et donc, la condition humaine devient effectivement ce que le signifiant fondamental le signifié plutôt fondamental de Don Quichotte. Don Quichotte devient l'homme, l'être humain par excellence dans sa condition tragique. C'est ce que dit en particulier Unamuno. Et on y voit une sorte de nouveau Christ, en quelque sorte. Quelqu'un qui essaie de réaliser un idéal sur la terre et qui est, au bout du compte, abattu par les puissants et par un monde qui ne le comprend pas et qui ne veut pas le comprendre. Et c'est peut-être pour ça que vous consacrez aussi tout un chapitre à Flaubert. Est-ce que vous pourriez revenir sur la filiation en fait, entre Flaubert et Cervantes, puisque vous dites que en fait, Flaubert s'est inspiré de Cervantes pour tous ses personnages. Qu'est-ce qu'on retrouve de commun entre Emma Bovary, entre Frédéric Moreau et entre Don Quichotte? Je crois qu'on peut dire que Madame Bovary, c'est un Don Quichotte au féminin. C'est quelqu'un qui est pris dans ses lectures et qui essaie de vivre, c'est ce qu'a voulu faire Flaubert. Hein. Il a essayé de faire un Don Quichotte au féminin, donc une femme qui essaie de retrouver dans sa vie réelle les romans d'aventures sentimentaux qu'elle a lus dans sa jeunesse. Et vous savez que ça finit mal. Et tous les héros de Flaubert sont des héros qui sont confrontés à un idéal qu'ils essaient de vivre. C'est le cas de Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale, et aussi de Bouvard et Pécuchet. Hein. Là aussi ce couple, hein, un peu comme Don Quichotte et Sancho Panza, avec un humour, un comique très fort dans le dialogue entre ces deux romans, entre ces deux personnages. Pour Flaubert, vraiment, Don Quichotte, Cervantes, c'était le modèle absolu. Et si on voulait refonder le roman moderne, comme Flaubert voulait le faire, en dénonçant la bêtise, ça ne pouvait se faire qu'en prenant ce modèle même de Don Quichotte. Parce qu'il y a, au bout du compte, une sorte de... presque cette même ambiguïté chez Flaubert, c'est-à-dire l'idéal ne peut pas se réaliser, clairement, mais en même temps, ceux qui n'ont pas d'idéaux, c'est-à-dire ceux qui sont autour de Madame Bovary, ceux qui sont autour de Frédéric Moreau, et encore plus ceux qui sont autour de Bouvard et Pécuchet, sont tous des salauds, ou des gens infréquentables. Enfin, qui veut ressembler à Monsieur Homais? Personne. Madame Bovary, au bout du compte, est la seule qui essaie de vivre quelque chose, de donner une valeur à son existence. Donc, quand Flaubert dit Madame Bovary, c'est moi, au bout du compte, il est totalement cervantinien, si je puis dire. Il reprend cette ambiguïté même de Cervantes dans son rapport à Don Quichotte. Et
Flaubert par rapport à Madame Bovary, c'est à la fois quelqu'un qui dénonce la bêtise, mais en même temps la bêtise autour de la société, mais qui dit que voilà, au bout du compte, l'idéal, c'est ce qui permettrait de sortir de cette bêtise, mais en même temps, l'idéal est impossible à vivre. Donc on est pris dans une condition tragique et terrible. Et il n'y a pas de solution pour Flaubert pour sortir de cela. Mais c'est bien cela ce qu'il veut raconter dans ses romans, me semble-t-il. Merci, cher William. Merci beaucoup pour ce parcours autour de Cervantes et de Don Quichotte. Et je vous propose maintenant de prendre un petit temps pour échanger avec le public. Si vous avez des questions à poser à William Marx sur Don Quichotte, sur la haine de la littérature, vous êtes les grands bienvenus. Bonsoir, merci. Je n'ai jamais lu Don Quichotte, des extraits imposés lors d'une scolarité désormais lointaine, mais s'il y avait donc une édition à lire, est-ce qu'il y a une traduction à privilégier, par exemple ? Et comment cette traduction a-t-elle évolué au cours des siècles ? Est-ce qu'il y aurait une meilleure traduction qu'une autre pour découvrir le texte ? On est très très bien servi en traduction française. Hein. Il y a eu vraiment d'excellentes traductions. Déjà, la première traduction française faite par César Houdin était déjà très bonne pour son temps, mais elle est devenue un peu illisible dans ce français du début du XXe siècle. Actuellement, pour lire Don Quichotte, il y a 3 éditions disponibles de poche. Il y a la traduction faite par Jean Canavaggio et son équipe pour la Pléiade qu'on retrouve en folio. Il y a celle faite par Jean-René Fanlot dans le livre de poche. Et puis il y a celle faite par Aline Schulman au Seuil. Les 3 traductions sont excellentes. Elles ont des partis pris un peu différents. Mais celle que je recommande vraiment pour une première lecture, pour découvrir le roman, pour avoir le plaisir complet de la lecture, c'est celle d'Aline Schulman au Seuil. C'est une traduction qui a fait date quand elle est parue à la fin des années 90, parce que Aline Schulman a choisi de traduire vraiment en français moderne le texte de Cervantes. Elle est extrêmement fidèle au texte de Cervantes, mais elle a un sens qu'ont peu de traducteurs, malgré tout, un sens de la langue française, pas seulement de l'espagnol. Tous les traducteurs savent très bien l'espagnol, mais il faut savoir aussi écrire en français. Et Aline Schulman écrit très naturellement le français. Donc ça se lit, on ne se rend pas compte que c'est une traduction, ça se lit incroyablement bien. Alors elle coupe un peu les longues phrases, les longues périodes, comme on dit, de Cervantes. Elle les coupe en plusieurs parties, plusieurs morceaux, parce qu'elle trouve que ça permet d'avoir un discours plus fluide. C'est la seule liberté qu'elle se permet. Tout le texte y est, mais il est en phrases légèrement plus courtes que parfois ce que se permet Cervantes, qui est un bon élève des classes de rhétorique de l'époque. Mais moi j'aime beaucoup cette traduction, c'est celle que j'ai utilisée pour les lectures dans les émissions de France Inter, celle que je reprends aussi dans le livre, et celle qui se lit avec un plaisir spontané. J'aime beaucoup aussi le fait que cette traduction soit au Seuil, soit en point Seuil, soit sans notes du tout. Donc c'est comme si on lisait un texte qui vient de paraître. J'adore les notes, et je trouve que si vous voulez avoir des notes, et je pense que c'est dans un deuxième temps, celles que vous fournit Jean Canavaggio en folio ou en Pléiade sont insurpassables, elles sont incroyables. Et il faudra avoir les 2 éditions. Hein. Mais je pense que Don Quichotte est un texte qu'on peut aborder sans notes, vraiment. Et même si on ne comprend pas quelque chose, tant pis, on reviendra plus tard. Hein. Mais tout se lit très très bien. Il y a un plaisir immédiat de la lecture dans la traduction d'Aline Schulman. Oui, bonsoir William Marx. Ravi d'assister une fois de plus à une de vos rencontres. La dernière date il y a quelques 2 mois à Rabat, à l'Académie du Royaume. Alors, une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure de la réception de Don Quichotte, une réception qui a tenté d'analyser le roman avec des couches d'interprétation successives à travers les siècles. Et ce qui est surprenant, c'est que la postérité, justement, a gardé le nom de Don Quichotte plus que le nom de Cervantes. Il y a des romans comme ça où le personnage éclipse un petit peu l'auteur. Au théâtre, par exemple, on connaît
Cyrano de Bergerac plus qu'Edmond Rostand. Est-ce que vous pensez que, ou plutôt pourquoi, à votre avis, vous qui avez passé un été avec Don Quichotte, qu'est-ce qui a fait, selon vous, que la postérité a gardé le nom de Don Quichotte plus que celui de l'auteur? Sachant que l'auteur, ce n'est pas le véritable, selon ses dires, c'est un certain Morisque, c'est Ahmed Ben Aïli. Et d'ailleurs, la thèse de professeur Abdel Fattah Kilito, que vous connaissez si bien pour l'avoir côtoyé justement à l'académie, il pense que Aïl en arabe, c'est le cerf. Et donc, le nom de Aïli viendrait justement de Cervantes. Bon, je ne sais pas si vous confirmez cette... Y a beaucoup, merci pour la, donc pour je la reviens question. à la question. Pourquoi Oui. le... Alors, voilà. oui, alors, pourquoi? D'abord, c'est l'un des très très grands mythes, l'un des plus grands mythes modernes en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnages que l'on saurait reconnaître spontanément dans la rue. Si vous êtes en Espagne et que si vous êtes grand, maigre, avec une moustache, etc., les gens vous diront « Ah, Don Quijote ». On vous identifie immédiatement. Et effectivement, il y a des gens qui ont un physique de Don Quichotte et ça se reconnaît typiquement dans la rue. Il n'y a pas beaucoup de personnages qu'on reconnaît comme ça dans la rue. Madame Bovary, non. Pourtant, c'est un personnage très, très célèbre. Hamlet non plus. Faust non plus. Ce sont des très grands mythes, ça, Hamlet et Faust. Don Quichotte est l'un des seuls personnages qui ait pris une sorte d'indépendance. Et c'est pas tout à fait un hasard, puisque c'est le premier personnage qui décide de vivre sa vie comme un roman. Donc c'est le premier personnage qui, en quelque sorte, s'émancipe du roman, s'émancipe de son auteur, qui prend conscience qu'il y a un auteur là-haut qui est en train de le diriger. Et ça, on a ça dès la première partie. À un moment, Don Quichotte trouve un nom, il dit « Ah, c'est sans doute l'historien qui est en train d'écrire mes aventures qui a trouvé ce nom pour moi. » C'est incroyable, ça. Donc on a la première fois un personnage qui s'émancipe de son auteur, donc c'est presque assez normal et assez juste qu'il empiète sur la renommée de son auteur. Alors Cervantes est quand même très très connu, hein, quand même, c'est un immense écrivain, mais au bout du compte, les écrivains sont les fils de leurs œuvres. Les écrivains sont les fils de leurs œuvres, c'est-à-dire que nous ne connaissons le nom de Cervantes que parce qu'il a écrit Don Quichotte. Il a écrit du reste d'autres œuvres tout à fait intéressantes. J'ai parlé des nouvelles exemplaires tout à l'heure, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des poèmes, d'autres romans, etc. Mais évidemment, c'est Don Quichotte qui permet à Cervantes de surnager parmi les quelques, la demi-douzaine de très très grands noms d'histoire de la littérature, mondiale. Mais c'est à cause de Don Quichotte. Donc Cervantes n'existe que par Don Quichotte. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un été avec Don Quichotte plutôt qu'avec Cervantes. Je trouve que il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Et en l'occurrence, Dieu, c'est le personnage. Dieu, c'est le personnage. C'est Cervantes, c'est Don Quichotte qui a créé la renommée de Cervantes. Et du reste, Cervantes en a eu conscience assez vite, à la fin de sa vie, que Don Quichotte était devenu plus célèbre qu'il n'était lui, puisqu'il y avait déjà une suite des aventures de Don Quichotte qui était parue, pas sous la plume de Cervantes. Donc quelqu'un avait déjà, donc Don Quichotte vivait déjà de sa propre vie, de sa propre existence. Alors cela dit, c'est un peu, alors Cervantes est lui-même un personnage en soi de roman, puisqu'il a une vie extrêmement aventureuse. Il n'y a pas beaucoup de romanciers, d'écrivains qui aient eu une vie aussi aventureuse que celle de Cervantes. C'était d'abord un soldat, bon, je ne vais pas raconter ici la vie, mais c'est une vie incroyable, que je raconte dans le livre, parce qu'elle elle vaut la peine. Mais voilà. Mais si aventureuse qu'ait été la vie de Cervantes, elle n'est rien par rapport à celle de Don Quichotte. Merci beaucoup pour la foultitude de choses que vous évoquez, que vous faites surgir. Pour reprendre ce que dit monsieur, il me tend en fait une perche avec son Cervantes, parce que je voulais rebondir sur la traduction avec Rocinante, qui est un roncin avant. Hein? Alors ça m'interroge beaucoup en fait. Est-ce que c'est un effet de traduction ou est-ce que c'est dans le texte? Ah non, c'est dans le texte. Hein, oui, bien sûr, mais en fait, je veux dire, est-ce que c'est contenu dans le texte et qui se refait dans la traduction? Dans la traduction. Alors, les traducteurs essaient tant bien que mal de
rendre les jeux de mots qu'il y a dans le roman. Là, ce Rocinante, qui veut dire Rocinante, c'est-à-dire qu'on était quelqu'un qui était avant, c'était un roussin, donc un cheval, qui est avant un cheval, donc qui maintenant est devenu le grand cheval avec le suffixe ante, qui est un suffixe augmentatif. Bon. Alors, le jeu de mots est explicite dans le texte espagnol, et Aline Schulman essaie de trouver une manière de rendre ça, mais pas extrêmement satisfaisante, mais je pense que c'est pas facile mais, de le mais rendre. elle change de genre. La Rocinante est une jument. Oui. Elle n'est plus un roncin, elle n'est plus un n'est cheval. plus un cheval, Alors c'est vrai. ça change. Elle fait quelques petits aménagements que je n'apprécie pas trop. Elle parle, dit au lieu que Sancho prenne le gouvernement d'une île, il prend le gouvernement d'un archipel. Il y a quelques petits choix avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais pour le reste, c'est une traduction extrêmement lisible. Après, aucun traducteur n'a trouvé de solution vraiment évidente pour rendre compte de ces jeux de mots, et aucun traducteur n'arrive à rendre l'un des comiques du texte espagnol, à savoir la manière particulière qu'a Don Quichotte de parler. Don Quichotte parle en style des vieux romans. Donc il a un style très archaïque. Et ça, quasiment aucun traducteur, peut-être Jean-René Fanlot le fait un peu plus, ne rend cela en français. Donc Don Quichotte parle comme un livre. Il ne parle pas comme vous et moi. Donc voilà, il y a des... Oui, c'est une traduction. Voilà. Mais bon, on est content d'en avoir quand même. Puis je voudrais poser une question encore plus iconoclaste. Qu'est-ce que vous pensez de la destruction des mythes? Plus vaste problème. Comment dire? Si vous voulez, la question est vaste, oui. Mais je reprends sur Don Quichotte. Don Quichotte détruit en quelque sorte le mythe de la chevalerie errante, mais en même temps, il crée un autre mythe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire un mythe sans en créer d'autres, me semble-t-il. Et ce mythe de la justice, alors sans parler de chevalerie errante, bien sûr, qui est absurde, je pense que c'est un mythe qui est valable même pour notre temps. Après, dans le livre, je ne peux pas m'empêcher, comme le fait Cervantes lui-même, de dénoncer aussi les aberrations, à quoi aboutit le fait de suivre de manière aveugle un idéal, sans se rendre compte que la réalité ne correspond pas à ce qu'on croit qu'elle est. Donc ça, c'est un problème. Donc, il n'y a pas de solution, en tout cas, qui serait une solution simple dans l'histoire. Il y a toujours des mythes, je pense, c'est ce que nous disions tout à l'heure en citant Valérie, nous avons toujours besoin de mythes pour vivre, au bout du compte. Que serions-nous donc sans le secours de ceux qui n'existent pas? Bonsoir. Ouais. J'étais globalement d'accord avec votre lecture de l'œuvre, excepté sur un point, notamment concernant la notion de folie. Parce que par définition, la folie, c'est la perte de contact avec le réel. Et ça me semble assez antinomique avec la condition de Don Quichotte, qui est quand même à peu près conscient de sa propre folie. Donc il y a quand même une prise de contact avec sa réalité. Et vous faisiez l'analogie justement avec Emma Bovary, qu'on peut considérer un petit peu comme folle parce qu'elle perd le contact avec le réel et sa vie devient par conséquent romanesque. Et c'est intéressant de faire un écho avec justement l'atteinte aux bonnes mœurs qui est entreprise derrière, parce qu'on avait peur que les gens perdent le contact avec le réel à cause de la littérature. Donc c'est ça qui me posait un petit peu question, quoi. Votre définition de la folie me paraît un peu restrictive. En fait, les choses sont très complexes. Hein. D'abord, il y a folie et folie. Le terme folie est un terme bien compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté des schizophrènes. Moi, ça m'arrive. C'est une définition clinique. Du coup, la folie est une perte de contact avec le réel. En fait, on ne sait jamais avec un schizophrène, par exemple, si c'est ce qu'il est en train de vous dire. Enfin, on ne sait jamais. Avec l'expérience que j'ai, moi, de gens que je connais dans mon entourage, on ne sait jamais si ce qu'il est en train de vous dire, c'est du lard ou du cochon, si je puis dire. S'il croit à ce qu'il est en train de dire, ou s'il joue, en fait, à faire une réalité différente. Et on est toujours dans cette ambiguïté-là. Et avec Don Quichotte, on est dans cette ambiguïté-là. Et l'exemple le plus canonique de cette histoire-là, c'est quand même, c'est quand même l'épisode des moulins.
on n'en sort pas. Don Quichotte voit des moulins. Alors c'est quand même, déjà l'idée, je rappelle, il va chercher l'aventure dans la Mancha. La Mancha qui est une région, un plateau montagneux, désertique, il n'y a rien. Il n'y a que le vent qui souffle, donc il y a des moulins. Et donc chercher l'aventure dans un désert, c'est pas évident déjà en soi. Mais enfin, la seule chose qu'il voit, c'est des moulins immenses, c'est leur but. Il dit, ah, ce sont des géants. Et Sancho Panza lui dit, mais non, je dis, ce sont en fait des moulins. Non, ce sont des géants. Et finalement, il est abattu par les ailes du moulin. Don Quichotte tombe à terre. Et Sancho lui dit, mais je vous l'avais bien dit que c'était des moulins. Et Don Quichotte lui dit, oui, bien sûr, ils ont l'apparence de moulins. Mais en fait, c'est un enchanteur qui a transformé ces géants de telle sorte qu'ils ont pour tous les autres que moi, ils ont l'apparence de moulins. Et donc en fait, il y a quand même un discours extrêmement retors qui consiste à faire intervenir cette figure des enchanteurs qui transforme à volonté la réalité. Et lorsque la réalité ne correspond pas à l'idéal, au bout du compte, l'enchanteur est une figure extrêmement utile pour permettre de recomposer la réalité en fonction de ce qu'on croit, de ce qu'on veut qu'elle soit au bout du compte. Donc Don Quichotte veut que ces moulins soient des géants, il voit que ce sont des moulins, mais en fait ce sont des enchanteurs qui ont transformé ces moulins en géants. Et cela apparaît à plein d'autres reprises. Il y a la fameuse histoire du aume de Membrun, alors là qui devient vertigineuse dans un vote sur la réalité. Est-ce qu'un plat à barbe peut être un casque de chevalier? Bon, cette chose-là, cette décision-là va être votée par l'ensemble des amis de Don Quichotte. C'est assez incroyable. Donc en fait, oui, il y a vraiment l'idée de... Oui, Don Quichotte voit les choses telles qu'elles sont, mais en même temps, il dit telles qu'elles sont, en fait, ce n'est pas leur véritable réalité. Il y a une autre réalité qui est cachée, et c'est les enchanteurs qui nous cachent cette réalité-là. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup, William, pour cette passionnante traversée de l'œuvre de Cervantes. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Merci.